Bonjour et bienvenue sur la chaîne Expansion du réel. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'impact de la musique sur le vivant et particulièrement sur les cultures comme celle des fruits et des légumes. C'est le physicien Joel Sternheimer qui a découvert le pouvoir des vibrations du son sur le vivant et aujourd'hui ces découvertes sont appliquées par la société française Genodix. Alors pour en parler, je suis avec Michel Duhamel, directeur de la société Genodix. Donc cette société propose d'aider les vignerons et les cultivateurs de fruits et légumes à protéger leur culture des champignons et de tout ce qui peut nuire à leur développement. Donc cette pratique, qui s'appelle la génodique et dont le brevet a été déposé en 2008, est issue des découvertes de Joel Sternheimer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il a découvert exactement? C'est un long cheminement. Joel Sternheimer est au départ un physicien de ce qu'on appelle la physique théorique ou physique mathématique. Il a fait son doctorat, il y a déjà assez longtemps, sur la répartition des masses des particules élémentaires. Et ce qu'on appelle particules élémentaires, c'est les grains de matière les plus fins qu'on connaisse. C'est le niveau donc en dessous des atomes, composés de neutrons, protons, électrons, comme tout le monde le sait, puis les fameux quarks qui sont des morceaux de tout ça, et encore en dessous, enfin il y a une population là de particules plus ou moins étranges et qu'on appelle les particules élémentaires. La plus connue, c'est le photon, bien sûr, qui elle est connue depuis très longtemps, mais aujourd'hui on en connaît une centaine. À l'époque où Joel Sternheimer a fait ses travaux, on en connaissait 80, mais ça les 20 suivantes n'ont pas révolutionné grand-chose. Bon, la dernière en date, c'est le fameux boson de Higgs, dont on a beaucoup parlé, qui est mis en évidence au CERN, là, dans le grand équipement sous la frontière franco-suisse. Bon. Et alors, donc, d'autres chercheurs, avant Sternheimer, avaient remarqué que les masses de ces particules élémentaires ne sont pas réparties au hasard. C'est-à-dire que on pourrait s'attendre, puisque c'est des particules qui ont a priori des origines différentes, à ce que leur masse, sur une échelle de masse, soit un truc un peu comme des grains de sable sur une table qu'on lance, quoi, une répartition au hasard. Et en fait, non. On constate que ça se regroupe par paquets. Donc et la clé pour expliquer les relations éventuelles entre ces masses restait inconnue. Et donc, avec son directeur de thèse, Sternheimer a appliqué des travaux antérieurs relatifs à ce qu'on appelle la dualité onde-matière. Bon. C'est le fait que toute matière a une dimension d'onde. On le sait depuis longtemps, depuis plus de 100 ans, il y a eu 50 ans de débat pour savoir si le fameux photon est une onde ou une particule. Suivant les expériences que vous faites, vous le voyez se promener en ligne droite, ou à peu près, à la vitesse de la lumière par définition, comme une petite boule, quoi. Et puis, dans d'autres expériences, vous voyez qu'il a un comportement différent. Il y a la fameuse expérience appelée des fentes de Young, où vous envoyez un flux de lumière, un flux de photons, un petit ray de lumière, sur une plaque avec deux fentes séparées. Vous envoyez le faisceau de lumière au milieu, et puis vous placez un écran derrière, et curieusement, vous voyez apparaître sur l'écran derrière ce qu'on appelle des franges d'interférence, c'est-à-dire des alternances de blanc et de noir, des raies, et correspondant au fait que la lumière vient des deux fentes. C'est-à-dire que les photons qui ont été envoyés au milieu s'arrangent pour passer par les deux fentes et se reconstituer. Et puis ensuite, ces deux sources de lumière se combinent pour faire ces fameuses franges. Et ça, bien sûr, un flux de particules, c'est pas le faire. Ça veut dire que les photons, lorsqu'ils rencontrent l'obstacle, ils reprennent leur forme d'onde, et puis ils cherchent le passage, ils passent à travers ces fentes et ils se reconstituent. Cette quantité d'énergie, en fait, propre à chaque photon, se reconstitue pour faire des photons qui repartent des deux fentes et qui vont faire
c'est Ré. Et donc, en fait, ça montre tout simplement que le photon, bon, même si on a l'impression que c'est un grain de matière, c'est fondamentalement un tourbillon d'onde, c'est tout. Et donc, lorsqu'il est libre, ben, voilà, il avance comme un petit tourbillon qu'on voit avec des microscopes puissants sous forme d'une petite boule, mais en fait, ça n'est qu'une onde. Et ça, c'est vrai en pratique pour toutes les particules élémentaires. Et donc, bon, on sait très bien vivre avec ça maintenant. Et dans les années 20 du siècle dernier, il y a un chercheur français qui a eu le prix Nobel pour ses travaux en physique quantique. On appelle ça la physique quantique, c'est la physique des quantités d'énergie. Pour avoir généralisé en fait cette propriété de dualité onde-matière à toutes les particules élémentaires et même à toutes les quantités de matière. Il a écrit une équation très simple qui permet de relier la masse et la fréquence de l'onde et qui permet donc de calculer la fréquence de l'onde associée à chaque particule élémentaire, mais aussi à chaque atome, à chaque molécule. Bon, c'est vrai à tous les étages. Enfin, lui, dans sa thèse, expliquait que c'était vrai à tous les étages. Quand je dis tous les étages, c'est tous les niveaux d'intégration successive des particules jusqu'aux atomes, puis aux molécules, puis aux amas de molécules, et puis aux organismes de galaxies. Bon, tout ça vibre, bien sûr, et on peut calculer l'onde de chaque élément constitué de ces ensembles. Et d'ailleurs, lors de sa thèse, un examinateur a demandé à Louis de Broglie, mais quelle preuve, qu'est-ce qui prouvera un jour que votre théorie est fondée pour des quantités de matière plus importantes? Et il a dit, par exemple, lorsque vous arriverez à diffracter des atomes. Diffracter, c'est le fait justement de séparer et de reconstituer, quoi. Comme on le fait avec la diffraction de la lumière dans un prisme pour voir les différentes couleurs. Bon, eh bien, ça a été fait 50 ans, il ne faut même pas 30 ans, tout 40 ans plus tard. Maintenant, on arrive très bien à diffracter des atomes, donc qui montre que effectivement un atome, qui est quand même un ensemble beaucoup plus gros qu'une particule élémentaire, eh bien, a cette propriété d'éclater sous forme d'énergie et puis de se reconstituer derrière à l'équivalent. Donc voilà, ça a été une preuve plusieurs dizaines d'années après de la réalité, de l'existence des ondes qu'il mettait en œuvre, enfin, qu'il avait mis en évidence. Voilà. Alors Sternheimer en fait a appliqué ce calcul très très simple en fait de l'équation de Broglie pour calculer les fréquences des masses de ces particules élémentaires, et il a remarqué à ce moment-là que les fréquences moyennes correspondant au paquet de masse des particules élémentaires, en fait, les 80 particules se regroupaient en 6 paquets, eh bien, ces fréquences avaient, ont toujours d'ailleurs, des rapports simples en termes de mathématiques. C'est des rapports de fractions simples, du genre 2 tiers, 3 quarts, 4 cinquièmes. Et ça, ce sont tout simplement les rapports de fréquences qui sont la base de l'harmonie musicale. Ça, on le sait depuis Pythagore, et sans doute depuis plus longtemps, mais Pythagore avait mis ça en évidence. La musique, l'harmonie musicale, est construite sur des rapports de fractions simples entre les fréquences des sons. La fréquence de base, c'est la fréquence des puissances de 2, eh bien, à chaque fois qu'on multiplie une fréquence par 2, on change d'octave, comme on dit. Et on retombe sur la même note qui résonne directement avec la précédente. Et les rapports harmoniques les plus connus, les plus harmonieux d'ailleurs, sont les plus simples, c'est les fractions 2 tiers, 3 quarts et 4 cinquièmes, les premiers nombres entiers, et qui donnent les résonances qui sonnent le mieux, qui sont les plus fortes. Et donc, eh bien, il se trouve que les fréquences associées aux masses des particules élémentaires ont des rapports de cette nature. Donc ça a beaucoup étonné Sternheimer qui a dit mais tiens, il y a une dimension musicale là-dedans, et qui a commencé à faire de la musique de particules comme ça pour s'amuser. Bon, enfin en transposant en gamme audible, parce qu'on est évidemment sur des fréquences extrêmement élevées, on n'entend pas le bruit des particules élémentaires ou des atomes, et pourtant ils vibrent. Mais étant lui-même musicien, il s'est dit mais c'est pour voir à quoi ressemblent ces différents bruits, il suffit que justement j'applique la notion d'octave, que je divise les fréquences un certain nombre de fois par 2, et je suis directement en harmonie avec la fréquence d'origine, et puis je peux avoir une fréquence audible qui correspond directement. Donc il a transposé. Voilà, il a transposé les fréquences des particules élémentaires dans la gamme audible. Bon, pour ça, il faut
divisé 68 fois par 2, et vous vous retrouvez donc avec des fréquences directement clairement audibles et correspondant aux différentes particules élémentaires. Bon. Et puis donc, ça l'avait quand même pas mal interrogé, enfin, il a fait sa thèse là-dessus, mais ça voulait dire que il y a quelque chose de sous-jacent. Si ces particules qui interagissent avec ce qu'on appelle l'énergie du vide, de dire en dessous il n'y a rien, et vous avez parmi ces particules, là, il a fait ses calculs sur les particules les plus stables, qui sont quand même pour certaines très brèves. Le photon est potentiellement éternel tant qu'il ne rencontre pas un obstacle. Bon, mais d'autres particules ont des durées de vie très courtes, de quelques pouillèmes de secondes. Bon, et donc, bon, il y en a même qu'on n'a pas le temps de voir. Je veux dire, tellement elle passe. Mais il y a une interaction permanente entre ce qu'on appelle aujourd'hui l'énergie du vide et ces particules qui semblent émerger de nulle part, qui sont en fait des concentrations de l'énergie du vide. Bon, et eh bien, ça veut dire que si cette émergence se fait de manière harmonieuse, au sens justement musical, de résonance du terme, ça veut dire qu'il y a quelque chose en dessous. Mais ça, quoi, on ne peut pas les voir. Bon, et donc voilà, donc ça l'a pas mal interrogé. Bon, comme beaucoup de physiciens en physique quantique, ça l'a évidemment à réfléchir un peu sur le plan philosophique, bon, l'interprétation de tout ça. Bon, et puis en fait, c'est assez longtemps après, 15 ans après, parce que ces travaux-là remontent à la fin des années 60, qu'il a été amené à s'intéresser à la biologie, tout simplement parce qu'il avait une belle-sœur biologiste et puis un voisin de palier, journaliste médical, qui lui ont dit « Mais cette harmonie que tu trouves dans la matière fondamentale, est-ce qu'on n'en retrouve pas des équivalents dans le vivant ?» Puisque la vie, bien sûr, met en œuvre toutes les lois physiques, chimiques qu'on découvre régulièrement, et il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas aussi imprégnée de ça. Bon, alors évidemment, il n'en savait rien, il ne connaissait rien à la biologie, mais il a commencé à regarder des livres de biologie pour voir. Et puis il s'est arrêté sur le processus de synthèse des protéines. Les protéines, ce sont des grosses molécules par rapport aux particules élémentaires, mais dans laquelle il a retrouvé quand même une structure, enfin en tout cas au niveau mental, un peu similaire, puisque ces fameuses protéines sont composées de 22 molécules, et pas plus, qui s'assemblent pour faire des chaînes d'acides aminés qui en fait sont les protéines. Toutes les protéines sont faites avec ces mêmes 22 molécules. Alors il s'est dit, tiens, ça sera intéressant de voir si les masses de ces acides aminés ont des rapports particuliers. Donc il a appliqué la même équation de Louis de Broglie pour voir, et là il a retrouvé effectivement des rapports harmoniques, c'est-à-dire que les 22 acides aminés se regroupent sur une dizaine de fréquences qui, comme par hasard, ont des rapports de type harmonique, bon, au sens musical du terme. Bon, donc il a dit tiens, il y a quelque chose là-dedans. Et en regardant mieux le processus de synthèse des acides aminés, là on pourrait regarder des petits films qui montrent le processus de synthèse des acides aminés, c'est tout à fait connu de tous les biologistes. Les acides aminés, donc, qui sont à l'état libre dans la cellule, la base c'est la cellule de l'organisme vivant, que ce soit une plante, un animal, c'est pareil. Tout ça fonctionne pareil, avec un noyau dans lequel vous avez le fameux génome, les chromosomes et le génome, qui portent l'information pour tout faire, pour construire les cellules, pour fabriquer les fameuses protéines. Et puis, ce génome, pour des raisons qu'on appelle épigénétiques, l'environnement du génome, en fait, à chaque fois que la cellule a besoin d'une protéine, il fabrique une copie de l'information prélevée sur le génome, et puis cette copie vient dans le cytoplasme, et là, vous avez... Le cytoplasme, c'est l'environnement, c'est la partie de la cellule entre le noyau et la membrane extérieure. Là, vous avez des grosses molécules spécialisées qu'on appelle des ribosomes, dont le métier est de fabriquer des protéines. Alors, ils repèrent les petits filaments là qu'on appelle ARN de transfert, acides ribonucléiques de transfert. Pourquoi transfert? Parce que c'est eux qui transfèrent l'information depuis le génome jusqu'au cytoplasme. Et là, ils se clipsent dessus et ils vont lire l'information portée par la chaîne de molécules qui constitue ce petit filament.
Et à partir de cette information, ils attirent les ribosomes les acides aminés, mais qui sont, eux, à l'état libre dans la cellule. Enfin, libre, pas tout à fait, parce que, entre-temps, les acides aminés, eux, se font capter par des molécules un peu particulières qu'on appelle ARN de transfert. Tout à l'heure, j'ai dit une bêtise. L'ARN qui sort du noyau, c'est l'ARN messager. C'est lui qui porte le message avec l'information pour faire la protéine. Et l'ARN de transfert, c'est ces molécules spécialisées qui, en fait, s'attachent aux acides aminés et qui, ensuite, les amènent sur le ribosome. Et eux ont la capacité, en fait, par rapport à chaque acide aminé, d'inscrire, de traduire l'acide aminé particulier en un code particulier aussi qu'on appelle l'anticodon. L'ARN messager, c'est un peu compliqué ça. Hein. L'ARN messager comprend des suites de codons, c'est des suites de 3 bases particulières, il y a 4 bases ACTG qui se combinent pour donner la suite des acides aminés qu'il faut pour une protéine particulière. Et les ARN de transfert qui, eux, ont capté les acides aminés, ils portent le code complémentaire. Et c'est ce qui permet d'avoir, en face de chaque codon, l'acide aminé qui va bien. Et pour la suite des différents codons, eh bien, vous avez la suite des acides aminés spécifiques de la protéine qu'il s'agit de fabriquer. Voilà. Bon. Et donc, alors, ayant vu ce procédé-là, Sternheimer s'est dit, mais tiens, mes acides aminés, là, bon, ils ont une fréquence que j'ai calculée, bon, qui est harmonisée par rapport aux autres, bon, c'est très bien. Mais dans ce processus-là, ils sont un petit peu stabilisés lorsque l'ARN de transfert les capte, mais ensuite, lorsqu'ils arrivent sur le ribosome est beaucoup plus gros qu'eux, et l'ARN de transfert est simplement 3-4 fois plus gros qu'eux, donc bon, c'est le même ordre de grandeur. Et donc là, il y a un phénomène de stabilisation, et qui va amener l'acide aminé pendant un bref instant à avoir un comportement ondulatoire. C'est-à-dire que son énergie va s'exprimer sous forme d'onde, comme je le signalais tout à l'heure pour le photon, dans l'expérience des forces de Young. Là c'est un peu pareil. Juste après que l'ARN de transfert se soit posé sur le ribosome, l'acide aminé va émettre une impulsion d'onde avec la fréquence correspondant à sa masse. Et puis ensuite, eh bien, il reprend sa forme de matière et il s'accroche au précédent. Et puis, en ce moment-là, l'ARN de transfert dégage, et puis un autre arrive, etc. Et le processus se répète. Et donc, la suite des arrivées des acides aminés sur le ribosome pour s'enchaîner, pour fabriquer une protéine, eh bien, s'accompagne d'une suite d'impulsions d'ondes, avec les fréquences correspondant aux masses des acides aminés. Donc là, suite d'impulsions d'ondes, c'est une sorte de musique, surtout si les fréquences sont harmonisées entre elles, si elles ont des rapports de type musical, comme c'est le cas, comme l'a démontré Sternheimer. Bon, alors il a eu envie de pouvoir entendre les musiques associées à des synthèses de protéines. Pour ça, c'est pareil, on est sur des fréquences très élevées, le calcul là nous donne des fréquences de l'ordre de 10 puissance 25 Hz, vous voyez, 10 avec 25 zéros, vibrations par seconde. Bon, très très au-delà de ce qu'on peut entendre. Les oreilles les plus fines ne peuvent pas entendre au-delà de 20 000 Hz et de 10 puissance 4. Bon, donc vous voyez, on est très 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 loin. Mais bon, c'est pareil, avec les lois de l'harmonie musicale, on peut redescendre dans la gamme audible. Pour ça, il faut diviser 76 fois par 2. Bon, c'est pas un problème, hein, c'est une petite calculatrice, ça fait ça facilement. Et ça vous donne des fréquences dans la gamme entre 200 et 800 Hz, parfaitement audibles. Et donc, il a transposé les fréquences d'acides aminés en une gamme musicale audible. Et ensuite, il a associé les fréquences dans l'ordre des acides aminés de chaque protéine et composé comme ça des musiques de protéines. Bon, ça, c'était comme un chercheur qui fait des trucs pour voir, comme ça, pour explorer, quoi. Sans idée que ça allait jamais servir à quelque chose. Il avait fait la même chose sur les particules élémentaires. Bon, ça n'a pas eu d'application. Il avait imaginé que ça aurait pu en avoir, mais il n'a pas trouvé vraiment. Alors que sur les acides aminés, là, ça a pu en avoir. Pourquoi ? Parce que après avoir composé quelques mélodies de protéines, comme ça, correspondant directement à des structures de protéines, il y a eu un élément fortuit qui a montré que c'était pas neutre, que ça pouvait avoir un effet. C'est la femme d'un ami qui était
anémique suite à une intervention chirurgicale. Elle avait perdu du sang et donc son taux d'hémoglobine avait baissé. Et donc elle se sentait évidemment fatiguée. Son pronostic vital n'était pas engagé, et les médecins refusaient de lui faire une transfusion, ce qui se fait habituellement dans ces situations-là. Pourquoi ? Parce que c'était en décembre 1985, peu de temps après ce qu'on a appelé le scandale du sang contaminé, et les médecins avaient pour consigne de faire le moins possible de transfusion tant que le problème n'était pas éclairci. Et donc elle attendait que ça se remette, et puis depuis plusieurs semaines, elle était comme ça, fatiguée. Et justement, Sternheimer avait composé la mélodie de l'hémoglobine, qui est la molécule clé donc, dans le sang qui apporte l'oxygène des poumons vers les cellules. Bon, et donc, il lui dit, est-ce que tu veux écouter ta molécule ? Il dit, oui, pourquoi pas, c'est quoi ? Alors, il dit, voilà, j'ai composé la musique de l'hémoglobine, tu vas me dire ce que tu en penses. Ah bon. Alors, il joue sur son clavier, synthétiseur, le début de la musique de l'hémoglobine. Très étonné, il dit, ah, dis donc, c'est étonnant ta musique, tu peux me la rejouer ? Alors bon, il lui rejoue, il dit, ah, écoute, t'as composé une belle musique là. Ah, mais en plus j'ai l'impression que ça me fait du bien, tu me la rejoues ? Bon, alors, il lui rejoue une troisième fois, et puis il dit, ah oui, non, c'est vraiment chouette, hein, t'as trouvé quelque chose de bien là. Bon, je me sens mieux, bon. Et puis voilà, ensuite elle repart. Et ça, c'était un jeudi, il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Et en décembre 1985, donc, elle avait des contrôles sanguins tous les lundis, et le lundi suivant, sa formule sanguine était rétablie. Bon, elle s'était sentie mieux à partir de cette écoute, alors elle rappelle Sternheimer pour lui dire, dis donc, c'est bizarre, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ce que j'ai ressenti chez toi, le fait que je me sentais mieux, et puis le fait que, ça y est, mon taux d'hémoglobine est remonté. Il n'en savait rien, mais il en parle à un académicien de l'Académie des sciences qui suivait ses travaux sur le plan mathématique, qui lui dira, écoute, oui, c'est important, la musique, il faut creuser, hein, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Bon, alors, continue à explorer ça. Bon, alors, il a continué à composer des musiques de protéines. Et puis, alors, après ça, il y a eu un long travail d'expérimentation, de développement, d'abord sur l'humain. Pourquoi ? Parce que l'humain a la capacité d'associer la conscience d'une écoute, le ressenti qu'il peut avoir, en faisant attention un petit peu à l'écoute et à ce éventuellement si ça lui fait quelque chose, et puis la mesure de paramètres, comme ça avait été fait là pour le taux d'hémoglobine. Bon, donc on peut valider en fait plus facilement sur l'humain que sur d'autres organismes. Et c'est pour ça que les premières séries de constats ont été faits sur des personnes, Sternheimer lui-même d'ailleurs. Une autre étape importante a été l'écoute de l'endorphine. L'endorphine, c'est la morphine naturelle que tous les organismes produisent quand ils se blessent, quand ils font des efforts, pour atténuer les douleurs. Bon, ça se passe naturellement dans tous les organismes humains, animaux et autres. Et cette molécule est la mélodie associée à cette protéine est très agréable, évidemment, comme on peut s'y attendre. Elle ressemble un peu à une berceuse, un peu comme elle a visiblement des effets relaxants. Et lui, l'ayant composé et puis écouté pas mal parce qu'il l'a trouvé très, très agréable, après ça, il s'était ressenti amorphe, quoi. Et il s'est demandé s'il n'y avait pas un effet, s'il n'y avait pas une dose maximum, s'il écoute de ces musiques, puisqu'il avait constaté que ça avait un effet dans un sens, si ça ne pouvait pas en avoir trop, quoi. Et donc, il en parle à son voisin de palier, là, le journaliste médical, qui lui dit écoute, peut-être, hein, mais tu ne sais pas faire ça dans l'autre sens, il n'y a pas moyen de faire une mélodie en opposition de phase qui compenserait. Alors. Il n'en savait rien, mais il réfléchit, puis le lendemain, il se dit, tiens, il faudrait peut-être essayer un truc, là, puisque j'ai des séries de notes, si je prends la moyenne et que je prends le symétrique par rapport à la moyenne, si la mélodie directe fait la, je vais faire la, et à ce moment-là, j'aurai au moins la mélodie symétrique. Essayons pour voir. Bon, alors il essaye, il recompose la mélodie symétrique de la structure de l'endorphine, et puis en la composant, en la jouant, il sent que ça lui fait du bien, que ça le libère. Il se dit, tiens, c'est marrant, ça a l'air de marcher.
Bon, et donc, il a exploré ça, il s'est dit, mais tiens, j'ai peut-être la possibilité d'agir sur la synthèse des protéines dans les deux sens, quoi. Donc ça devient un véritable outil de régulation potentielle. Bon, alors il a fallu le démontrer aussi, bien sûr, avec d'autres expériences. Et puis assez rapidement, bon, les critiques qui venaient, c'était de dire oui, mais bon, attends, ça c'est mental tout ça. Bon, c'est bien que la musique ça a des effets, mais c'est le cerveau qui est en cause. C'est pas une action biologique comme ça sur les cellules. Tu parles que les cellules, elles n'entendent rien. C'est pas. Ça serait un effet placebo. Oui, éventuellement. Enfin, oui, c'était la principale critique. Et donc, c'est ce qui l'a amené, enfin, avec un jeune ingénieur là qu'il connaissait, qu'il avait rencontré avec son professeur de musique en fait, mais qui s'intéressait à la biologie, enfin qui était en école de biotechnologie, Pedro Ferrandis, qui s'est dit mais tiens, je pourrais faire des expériences sur les tomates. Dans le jardin de mes parents, on a des plants de tomates, là on pourrait essayer pour voir. Et donc bon, parce qu'a priori, les légumes, ça n'a pas de cerveau, donc voilà, si ça marche sur des légumes, peut-être que ça prouvera qu'il y a un effet réel au niveau cellulaire. Bon, et donc il l'a fait, puis effectivement, en stimulant l'extensine, il a eu des plants de tomates plus grands, en stimulant les protéines de floraison, il a eu plus de fleurs, ça il a travaillé sur la résistance à la sécheresse, etc. Bon, et tout ça a marché, donc il y a plein d'expériences qui ont été faites chez lui, chez une amie de Sternheimer dans l'Ariège, chez un maraîcher en Suisse, ensuite les fameuses expériences qui ont été faites au Sénégal pour montrer qu'on peut avec 10 fois moins d'eau, obtenir des tomates en très bel état. Une autre expérience a été faite par la belle-sœur de Joël Sternheimer, Marie-Claude Lang, qui était à l'époque chercheuse à l'INSERM, qui a fait ses travaux dans le cadre de l'école de physique et chimie de Paris, pour montrer que, à l'inverse, on peut inhiber la synthèse de protéines. Elle a travaillé sur l'interleukine 2, sur des cellules de type JUR4, classiques en biologie humaine, et elle a montré effectivement qu'en appliquant le code en inhibition sur la synthèse de ces protéines-là, elle a mesuré que les concentrations de protéines étaient plus faibles. Donc là, il y avait une mesure directe de concentration de taux de protéines. Voilà, bon, donc expériences qui ont combiné avec d'autres, finalement, après pas mal d'années d'échanges d'arguments entre les examinateurs, Joël Sternheimer, son conseiller en brevet, ont fini par statuer de manière complètement explicite, en mars 2004 en fait, que le procédé produisait bien les effets revendiqués, que ces effets ne pouvaient visiblement venir que de l'explication qui était proposée, et que c'était donc parfaitement brevetable. Et ensuite le brevet a été délivré en août 2007, c'est pas des gens très rapides, et c'est à partir de ça qu'on avait les moyens de pouvoir créer une société pour exploiter ces phénomènes. Donc, quelles sont les applications concrètes de ce que Sternheimer a découvert et que vous appliquez donc chez Genodix? Alors, la société Genodix a été créée, je l'ai créée avec Pedro Ferrandis en mai 2008, ça va faire 8 ans bientôt, pour justement développer les applications en agriculture, élevage, industrie, environnement, et donc de manière un peu plus systématique, quoi. Et donc on avait fait l'inventaire bien sûr des expériences qu'ils avaient faites pendant toute la période de 85 jusqu'à 2008. Vous imaginez bien qu'ils sont Sternheimer, et puis il y a une quarantaine de personnes qui ont travaillé avec lui pour l'aider sur le plan mathématique, statistique, expérimental, pour faire des expériences. Je parlais de Pedro tout à l'heure sur les tomates, mais il y en a eu d'autres sur des salades, etc., enfin sur différentes plantes. Sur des vaches, bien sûr, puisqu'on sait que la musique est bonne pour les vaches, etc. Bon, tout ça, ça a été fait. Il y avait une panoplie de résultats d'expériences tout à fait étonnantes quand je les ai rencontrés. Et donc, on a regardé ce qui avait une valeur économique, et puis on a repéré tout de suite, bien sûr, des expériences qu'ils avaient faites en 2003-2004 pour montrer qu'il y avait une possibilité d'impact assez fort sur une maladie qui s'est développée à partir de 2002 sur ce qu'on appelle une maladie du bois de la vigne. C'est des champignons qui se développent à l'intérieur du bois, des sarments de la vigne ou du cèpe, et qui, petit à petit, mangent le bois et puis arrivent à couper les flux de sève. Et à ce moment-là, le pied de vigne va mourir en quelques jours.
il se dessèche. Bon, c'est une maladie qui se développe doucement, hein, ça peut mettre 15 ou 20 ans à se développer. Bon, voilà, mais en tout cas, pour aider la vigne à se défendre, elle a deux processus, deux métabolismes, en fait. Une chaîne métabolique qui est celle de la production des polyphénols, qui sont les molécules qu'elle utilise pour résister aux différentes formes de stress qu'elle peut avoir, physiques, chimiques, bactériens, etc., les maladies, les champignons. Donc, elle a des molécules spécialisées qu'elle sait produire. Et puis, il y a une autre chaîne métabolique qui est celle de la production des molécules de lignine. C'est les molécules qui constituent le bois, qui s'assemblent pour faire les parties donc, dures du bois, de la vigne ou des arbres, etc. Et, voilà. Et il se trouve que ces deux chaînes métaboliques partent d'une protéine commune, la caféoylcoenzymase. Bon. Et si vous savez stimuler cette protéine-là, vous allez renforcer les deux chaînes métaboliques. La vigne choisira ce qu'il lui faut, mais vous allez renforcer son action de défense. Donc, Stalheimer compose les deux protéines correspondantes, l'une en stimulation avec le code direct, l'autre en inhibition, c'est-à-dire pour limiter la production des molécules de tubulines. Ils assemblent ça sur des petites cassettes, hein, l'une après l'autre, répétées plusieurs fois, pour faire une séquence de 10 minutes environ. Et en 2002, les premiers essais ont été faits, donc avant qu'on ait créé Genodix, par Pedro Ferrandis, Vincent Bargouin, puis 3 vignerons qui avaient été indiqués par ce journaliste, un en Alsace, un en Champagne, et puis un dans le Loir-et-Cher, pour voir si cette séquence musicale, entre guillemets, avait des effets. Donc les 3 vignerons, tous les matins, sont allés mettre le radiocassette à un endroit qu'ils avaient défini avec nos chercheurs, dans des parcelles où il y avait effectivement une expression de cette maladie. Ils ont laissé diffuser les 10 minutes de la séquence qui avait été préparée, et puis ensuite, ils ramenaient le radiocassette, puis ils revenaient le lendemain. Donc 10 minutes par jour 10 minutes par jour, voilà, l'expérimentation a été faite comme ça. Ils ont fait donc, ils ont répété ça pendant 2 mois, juillet et août de l'année 2003. Et puis, en septembre, Ferrandis et Vincent Bargouin sont repassés pour faire les comptages, regarder l'expression de l'ESCA. Et il apparaissait clairement que dans le champ des haut-parleurs des radiocassettes, sur environ 120 degrés d'angle, sur 30-40 mètres, il y avait moins de pieds avec des symptômes de cette maladie ou de pieds morts qu'au-delà de 50 mètres ou dans la partie arrière, derrière l'appareil. Et donc, ils ont fait des pointages, pied par pied, etc. Ils ont fait des cartes, des résultats. Et bon, donc les résultats étaient du même ordre, avec des taux différents, bien sûr. L'expression de l'ESCA n'est pas la même en Alsace, en Champagne ou en L'ESCA, c'est la fameuse maladie. Voilà, l'ESCA, c'est la principale maladie associée à ces champignons-là. Et donc, bon, ils ont fait un premier petit rapport pour dire, voilà, ça a l'air de produire des effets. Il a été décidé quand même de recommencer en 2004 pour valider, parce qu'on ne peut pas juger sur 3 essais comme ça. En biologie, il n'y a jamais 2 expériences qui donnent les mêmes résultats. Donc, en biologie, il n'y a que la répétition des expériences et les statistiques qu'on peut en tirer qui vont prouver qu'il y a un effet réel et reproductible, quoi. Parce qu'une expérience qui réussit prouve rien. Si elle échoue, si elle réussit pas non plus d'ailleurs. C'est vraiment le fait d'en faire beaucoup qui monte les tendances. C'est comme ça qu'on valide des molécules en pharmacie ou etc. Et c'est la répétition des effets. Bon, et les taux donc de succès. Donc il l'ont refait en 2004 chez 3 vignerons. L'Alsacien était le même. En Champagne, il a laissé tomber en disant oui, mais moi j'ai pas beaucoup d'ESCA, ça me concerne pas trop finalement. Celui du Loir-et-Cher a continué. Et puis ils ont pris un 3e donc du côté de Cahors. Et une vigneronne d'ailleurs. Bon. Et puis les résultats ont été les mêmes. En rediffusant, pareil, 10 minutes par jour, tous les matins en juillet et août. En septembre, il y avait effectivement moins d'ESCA dans les zones couvertes par les diffusions. Bon. Donc, lorsqu'on a créé Genodix en 2008, on a tout de suite repris ça. Pedro Ferrandis a développé rapidement un appareil autonome pour éviter d'aller tous les matins avec le radiocassette dans la parcelle, ce qui est quand même très contraignant. Donc, il a fait un premier boîtier avec un panneau solaire, une batterie pour stocker l'électricité, un amplificateur pour diffuser, avec un lecteur bien sûr, et puis un programmateur pour déclencher automatiquement les diffusions.
On l'a mis chez les 3 vignerons qui avaient fait l'essai de 2004 pour tester en juillet-août. Et puis en septembre, ils ont refait les comptages. Alors là, c'était sur une surface plus grande parce que l'appareil, c'est un boîtier, un cube avec 4 haut-parleurs qui couvrent donc en cercle tout autour, et non plus simplement dans le champ des haut-parleurs d'un radiocassette qui lui a 2 haut-parleurs et qui diffuse plutôt devant. Bon, et donc sur le cercle, dans le cercle, ils ont vu que sur une cinquantaine de mètres, effectivement, il y avait les effets comparables. Donc on s'est dit, bon, ça va, ça a l'air de marcher. Donc on a commencé à commercialiser en 2009 cette première application avec bon, là, entre-temps, on avait un petit peu modifié. On s'est dit que plutôt qu'une diffusion tous les jours, on allait en faire 2. Donc on a fait une séquence de 7 minutes seulement qu'on diffuse matin et soir. Bon, c'est comme ça qu'on l'applique le plus fréquemment. Bon, les résultats, les comptages qui ont été faits en 2009 ont montré que globalement, les effets étaient bons. Et puis, on a répété d'année en année. En 2010, on a eu 16 clients, etc. Puis, voilà, on augmente d'année en année. En 2015, on avait 79 vignerons qui ont appliqué sur une centaine de parcelles de vignes. Bon, on a des clients qui ont plusieurs appareils maintenant pour couvrir plusieurs parcelles, mais on avait donc une centaine avec des résultats. Donc là, maintenant, on compte toujours la première année d'application. Bon, les vignerons, nous, on ne peut pas compter partout tous les ans. Bon, ceux qui nous le demandent, on veut bien, mais évidemment, ça a un coût. Donc, quand ils le font eux-mêmes, c'est mieux pour eux. Et puis bon, beaucoup nous envoient leurs résultats, les comptages de l'année, pour qu'on puisse évaluer les résultats. Et c'est comme ça que ça nous a permis, au fil des années, d'avoir des statistiques de plus en plus fiables, avec des variations suivant les années, puisque suivant le climat de l'année, s'il a fait plus ou moins chaud, humide, sec, etc., les champignons vont se développer plus ou moins, et l'expression de la maladie est de plus ou moins importante. Donc il y a une valeur moyenne, si vous voulez, de mortalité qui varie suivant les années, mais on a toujours, nous, une réduction de cette mortalité. Et au fil des années, on a, sur l'ensemble des données qu'on a, c'est plus de 230 mesures annuelles, si vous voulez, on a une moyenne d'impact de 60% de baisse de mortalité. Bon, ça c'est une moyenne. Alors après ça, bon, donc ça c'est déjà bien. Mais on a surtout une courbe de résultats qui montre que on a en fait 70% des parcelles qu'on stimule comme ça, qui ont des mortalités qui baissent entre 50 et 95%. Bon, donc c'est quand même très important. Mais on travaille aussi en maraîchage. Là, on a alors c'est un petit peu plus compliqué pour nous parce qu'il y a beaucoup de plantes et beaucoup de maladies. Donc sur la vigne, tous les vignerons ont les mêmes problèmes. En gros, il y a moins d'une dizaine de maladies sur l'ensemble des vignes. Bon, alors que en maraîchage, il y a autant de maladies pour chaque plante, quoi. Donc évidemment, à chaque fois, c'est des protéines différentes. Bon, il faut trouver les bonnes combinaisons, tester pour voir si ça marche ou pas, quoi. Donc vous travaillez aussi avec les fruits et les légumes? On travaille sur des fruits et des légumes, oui. On a une application là depuis 2 ans qui fonctionne bien, par exemple, pour réduire la tavelure des pommes. Ça, c'est des champignons qui font des taches grises sur les pommes. Vous avez sûrement déjà vu des pommes avec des petites taches grises. Bon, eh bien, les consommateurs aiment pas trop voir des pommes tachées. Et donc, pour éviter ça, les arboriculteurs ont des produits pour empêcher ces champignons de se développer. Mais bon, ils sont obligés, en fonction de l'humidité de l'année, de faire un nombre de traitements qui peut être important. Ils peuvent être amenés à passer jusqu'à 8 ou 10 fois par an sur les pommes pour éviter que le champignon se développe. Et c'est pour ça qu'après ça, on vous dit, mangez peut-être pas trop la peau parce qu'il y a des résidus de pesticides, quoi. Bon, et donc on a plusieurs arboriculteurs avec lesquels on travaille qui ont très fortement réduit leur traitement grâce à la stimulation, l'inhibition du développement des champignons qu'on peut faire avec une série de protéoïdes qu'on a composées. Bon, ça fonctionne. Alors si ça marche sur les cultures, j'imagine que ça doit aussi marcher sur les êtres humains, puisque Sternheimer avait essayé sur... voilà, je vous ai dit que les premiers constats ont été faits sur des humains, donc évidemment ça peut marcher sur des êtres humains. Pourquoi vous n'essayez pas? Qu'est-ce qui vous empêche d'essayer sur les êtres humains? Alors, bon, c'est quand même un peu plus sensible. Sternheimer, lui, évidemment, comme il a fait ses premiers constats, il s'est beaucoup intéressé aux aspects santé humaine. Bon, c'est complexe parce que chaque maladie ou pathologie ou déficience
métabolisme déficient ressort de protéines spécifiques qu'il faut d'abord repérer. Bon, ça, c'est le travail des biologistes classiques, si vous voulez, de comprendre le rôle des protéines dans chaque problématique, aussi bien sur la santé humaine, animale ou végétale. Et ensuite, il faut tester. Bon, sur les plantes, on peut faire des essais qui ne prêtent pas trop en conséquence, parce que bon, on peut se permettre, même en laboratoire, de temps en temps, de stimuler des pathogènes, bon, ce qu'on ne ferait pas sur des humains. Alors, sur le plan humain, on peut plus difficilement faire des cohortes comme ça de gens qui ont exactement la même maladie ou le même besoin et les comparer avec d'autres auxquels on ne fera pas entendre de musique. Ben, ils vont bien se rendre compte qu'il y en a qui écoutent de la musique et d'autres qui n'en écoutent pas. Bon, et on ne peut pas passer la musique dans l'autre sens. Je veux dire, s'il y a des gens qui ont une pathologie avec un virus, bon, on ne va pas d'un côté inhiber le virus, de l'autre côté le stimuler. C'est pas, on ne peut pas faire ça avec des humains, quoi. Bon, donc ça, c'est plus au niveau de la recherche. Voilà, au niveau de la recherche, c'est quand même un peu plus compliqué. Bon, alors on peut par contre tester pour voir si on peut aider des gens à mieux résister à des maladies. Il y a un problème législatif également ? Alors, bon, au niveau expérimental, donc, Sternheimer a quand même accumulé pas mal d'expériences avec des amis comme ça, hein, sans du tout d'activité économique là-dedans. Mais oui, pour développer quelque chose de plus systématique, beaucoup de gens nous le demandent, évidemment, il y a quand même un problème réglementaire. C'est que, bon, autant, au début de nos travaux en agriculture, j'avais interrogé un expert au ministère de l'Agriculture pour savoir quelle était la réglementation, est-ce qu'il y avait des contraintes particulières pour la diffusion de notre procédé. Et bon, après que je lui ai expliqué ce qu'on faisait, il m'avait dit, bah, écoutez, non, en agriculture, la règle, c'est que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Bon, rien n'interdit de passer de la musique à des plantes, donc si vous avez des clients que ça intéresse, bah oui, vous pouvez le faire, il n'y a pas d'interdiction particulière. Bon, alors que pour la santé humaine, c'est le contraire. Tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. C'est-à-dire que avant un mode de traitement de maladies ou de problèmes de santé humains puisse être appliqué, il faut qu'il ait été dûment validé par des expériences bien contrôlées, en milieu hospitalier universitaire, avec des protocoles bien stricts, et répétitions, etc. C'est justement le protocole qui est un peu un problème pour vous. Eh oui, bien sûr, les protocoles pour arriver à valider. Bon, c'est pas impossible, hein. On avait eu une équipe qui avait dit, mais tiens, nous, on pourrait effectivement refaire ce que vous avez fait sur l'hémoglobine. Une équipe là, de pointe en cancérologie qui dit, mais nos patients, avec les chimiothérapies, ça leur bousille le sang, ils sont tous anémiques. On est obligé de leur injecter de l'EPO là, pour les regonfler un peu. Bon, si on pouvait le faire avec vos musiques, ça serait un avantage. Bon, puis quand on a regardé plus en détail avec eux, bon, on a vu que c'était quand même pas évident. Parce que bon, il fallait quand même faire ça sur une durée assez longue, bon, suivre les patients. Donc en fait, il fallait, bon, ils ont en permanence dans leur service une cinquantaine de patients, mais plus proche de la phase terminale, donc un peu difficile au point de vue traitement. Et bon, finalement, ils ont fait une demande à leur comité d'éthique qui n'a pas accepté, donc bon, l'expérience n'a pas pu se faire. Bon, donc il faut trouver la problématique qui va bien, sur laquelle on peut tester des groupes, des séries, etc. Bon, on n'a pas encore trouvé d'équipe avec lesquelles faire ça. Donc en fait, bon, bah, pour le moment, on n'a tout simplement pas le droit, quoi. Alors on se demande si on ne pourrait pas quand même aborder le domaine d'une manière un peu plus soft, bon, parce qu'on sait quand même qu'on peut stimuler des défenses naturelles, puisque c'est ce qu'on fait beaucoup en agriculture, et on peut peut-être aider les gens à pas tomber malades déjà. Bon, hein, si vous avez un petit début de refroidissement, bon, il y a même certainement quelques protéodies qui peuvent vous éviter que ça bascule en une grippe, quoi. Bon, donc voilà, il y a peut-être des choses comme ça qu'on pourrait commencer à diffuser. À titre préventif. À titre préventif, voilà. Ça, bon, là, il est interdit de soigner, entre guillemets, avec des protocoles, des procédés qui n'ont pas été validés. Il n'est pas interdit d'aider les gens à ne pas tomber malades. Bon, donc, quand même, heureusement. Donc, et comment la communauté scientifique réagit à vos découvertes ? Eh ben, par une superbe ignorance. C'est assez étonnant. Beaucoup, quand même, ont entendu parler de nous, notamment en viticulture, agriculture.
Bon, il regarde de loin avec le sourire. Il y en a même il y a un Marbel, d'un directeur de l'INRAC, dans une réunion, on avait échangé un petit peu des présentations de nos travaux. Bon, au déjeuner, qui me dit, bon, vous savez, je peux vous dire amicalement, hein, entre nous, on en rigole de ce que vous faites. Bon, c'est pas, je vous dis pas ça méchamment, mais bon. Est-ce qu'ils ont testé, eux, de leur côté? Eh ben non, c'est ça le problème. Il y en a un autre qui, un jour, nous a dit, un spécialiste des effets du bois à Bordeaux, qui a dit clairement à mes collègues, la Pedro Ferrandis, et puis notre représentant local à Bordeaux, la Hervé Bonnet, mais vous savez, votre truc, j'y crois pas. Hein. Et puis. Ils restent au stade de la croyance, donc ils vont pas. Voilà, Pedro lui a dit, mais attendez, c'est pas une question de croyance en matière de science, c'est l'expérience qui fait foi. Pourquoi est-ce que vous essayez pas? Et ce brave gars a dit, ah ben attendez, oui, mais si on expérimentait, les résultats nous appartiendraient. Oui, enfin, non, parce qu'il y a quand même une protection intellectuelle là-dessus. Et c'est un peu ce qui peut-être les gêne aussi, je sais pas. Et il y a autre chose. Il y a quand même des équipes qui auraient aimé essayer, mais ils auraient voulu qu'on les finance. Bon, ils ont l'habitude d'être payés par les entreprises de l'agrochimie qui leur font faire des expériences. Et bon, nous, on n'a pas les moyens. Bon, puis en plus, on est un peu contre. Bon, on se dit, mais c'est pas normal que l'entreprise qui va bénéficier des résultats finance directement. Il y a quand même des risques d'introduction d'un biais. Là. Bon, on le voit avec tous les scandales à répétition en pharmacie. Bon, donc éthiquement, on ne trouve pas très normal que celui qui va bénéficier directement de l'expérimentation finance, puis c'est quand même des organismes publics. Bon, et puis, bon, de toute façon, on n'a pas les moyens. Nous, bon, surtout que j'avais rencontré une équipe de l'INRA en 2009 à Avignon. Là, un expert parisien m'avait dit, il faudrait que vous fassiez faire des validations par l'INRA. Là, allez voir, là, il y a une équipe là-bas. Bon, j'étais allé. On avait parlé pendant 2 heures. Bon, ils étaient 5. Ils avaient bien écouté. On avait discuté. C'était intéressant. Et bon, à la fin, je leur dis, bon, bah, écoutez, voilà, comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble pour que vous puissiez faire des travaux de validation. C'est les spécialistes de la tomate, notamment. Bon. Ils ont dit, ah bah oui, on pourrait certainement. Mais bon, il faut un budget pour ça. Je dis oui, bon. Il me dit, bah voilà, parce que le problème, nous, c'est qu'on doit faire un projet, demander une autorisation de programme, le financement qui va avec. Bon, je ne vous cache pas qu'un sujet comme ça passera jamais. Donc, on nous refuse de toute façon déjà la moitié des propositions qu'on fait. Alors là-dessus, on n'a aucune chance. Donc, la seule façon serait que vous puissiez financer vous-même. Alors, moi, je dis, ah bon, oui, combien? Pour faire un travail sérieux, il faudra au moins 100 000 euros, peut-être 200 000. Moi, à l'époque, aujourd'hui non plus d'ailleurs, j'avais pas 100 000 euros à leur donner. Bon, donc on en est resté là, quoi. Donc voilà, ils n'ont pas travaillé là-dessus. Donc voilà, il y a un problème de financement. Il y a des jeunes ouverts quand même, heureusement d'ailleurs, qui disent mais moi j'aimerais bien, oui, pourquoi pas. Bon, j'avais rencontré un peu après ça d'ailleurs, à l'époque, le directeur de l'innovation de l'INRA. Qui avait été un peu étonné, il m'a dit, oh, quand même, oui, bon, monter un premier pilote pour voir s'il y a un effet déjà, bon, avant de lancer des séries d'expériences, bon, pour quelques milliers d'euros, il pourrait faire ça quand même. Bon, il dit, écoutez, je vais interroger différents laboratoires pour voir. Bon, puis je le rappelle comme ça plusieurs fois, puis au bout de 3 mois, il me dit, écoutez, je suis désolé, j'ai pas de réponse. Et ils refusent pas, aucun répond. Moi, je peux pas les forcer, hein, bon. Donc voilà, bon, on n'a rien fait. Donc si les chercheurs sont intéressés, ils peuvent vous contacter. Ah bah bien sûr, nous on est d'accord pour coopérer. Bah, écoutez, Monsieur Duhamel, merci beaucoup pour toutes ces informations très intéressantes. Merci à vous de nous avoir suivis et puis à très bientôt.